Bonjour, bonjour. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'homme ne vit pas seulement de pain et de vin, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est parce que nous sommes dans une église que je vous rappelle ces paroles de l'Évangile en m'efforçant d'adapter mon discours au cadre somptueux qui nous est offert par M. Boisvenu, que je remercie de nous accueillir ici aussi gentiment dans un décor somptueux et, il faut le dire, autour d'une chair délicieuse. C'est vrai. Et alors, par conséquent, merci à lui, merci aussi à tous ceux qui nous ont accueillis, à Claudine et à ses troupes qui, dans ce département de l'Allier, qui fut longtemps un fief communiste, au temps des volcans, et qui est aujourd'hui rangé au même chapitre des musées. Il en reste encore, cependant. Ne croyez pas. Donc, sans être Dieu, je vais m'efforcer de vous adresser tout de même une parole qui vous consolera du pain et du vin. La situation de notre pays, il serait vain de le cacher, n'est pas bonne. Elle empire même chaque jour. Et nous nous trouvons dans la situation de ces médecins en temps d'épidémie qui sont submergés par le succès de leur office. Certains disent d'ailleurs, le Front National, il surfe sur les malheurs de la France. Ben oui, bien sûr, comme le médecin surfe sur les maladies qui l'entourent, bien sûr. Et si nous avons le succès mérité par notre persévérance et notre courage, qui est le nôtre aujourd'hui, c'est parce que, justement, les gens sont de plus en plus conscients des difficultés dans lesquelles le pays s'enfonce et qui, forcément, se répercutent sur leur vie quotidienne et sur leurs problèmes. Oh, ce serait trop long de décliner sans doute tout ce qui ne va pas dans notre pays, mais nous allons vers des élections, un double jeu d'élections, dont il faut le dire, la gauche socialiste et la droite UMP, ce que j'appelle la droche, puisque c'est une autre manière de dire l'UMPS, ont des raisons de se faire du souci. Parce que les Français prennent conscience que ces deux partis qui ont dirigé la France alternativement depuis 40 ans sont directement responsables de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Oh, bien sûr, ils ne sont pas les seuls responsables. Et le fait d'être entrés dans l'Union européenne n'a fait qu'aggraver nos difficultés malgré les promesses qui nous furent faites. Je dois dire que je ne voudrais pas qu'on me pense insolent ou bravache, mais je voudrais rappeler que moi j'ai voté contre l'Europe en 1957. J'étais alors déjà, beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés encore, j'étais déjà député et j'ai voté contre le marché commun. Je dis, mais le marché commun, c'est une structure qui va permettre un développement économique, etc. J'ai dit, oui, mais moi j'ai lu les ouvrages de M. Koudenov-Kalergi et de M. Jean Monnet, dans lesquels il est précisé qu'il s'agit là de la première étape d'un processus qui doit conduire aux États-Unis d'Europe. Or, moi, je tenais le concept d'États-Unis d'Europe pour une formidable sottise et une formidable escroquerie. Il n'y avait bien sûr rien de commun entre la manière dont c'était constitué à partir d'États coloniaux vidés d'ailleurs de leur population et habités à l'époque exclusivement par des Yankees qui ont construit les États-Unis d'Amérique,
Et l'Europe, composée de peuples existant depuis des siècles, voire des millénaires, et qui s'étaient forgés une identité particulière qui n'était pas réductible à celle de leurs voisins. Bien sûr, nous sommes un peu cousins, les Germains, des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Portugais, mais l'Espagne n'est pas le Portugal. Et pourtant, si les théories qui nous sont exposées étaient justes, si vraiment c'est la nature poussait les peuples à s'y émisser les uns dans les autres, ben, pourquoi y a-t-il une Espagne et pourquoi y a-t-il un Portugal dans la même péninsule géographique? Il s'agit pourtant là de deux peuples éminents, tous les deux d'ailleurs, mais différents, et qui ne sont pas réductibles l'un à l'autre. De la même manière, nous sommes souvent très proches des Italiens, par exemple, avec lesquels nous partageons beaucoup d'espace culturel. Et pourtant, les Italiens ne sont pas des Français. Ça ne veut pas dire qu'un Italien, un Espagnol ou un Portugais ne peut pas devenir français, bien sûr, à titre individuel. Mais c'est une chose, alors que, à titre collectif, il n'y a aucun intérêt à ce melting pot qui ouvre nos frontières à tous les autres. Parce que, encore une fois, l'inconvénient du communisme, d'ailleurs, plus exactement du communautarisme même, c'est à se mettre à plusieurs, c'est à celui qui en fera le moins pour toucher le plus. Et c'est ce qui se produit en fait avec l'Europe. Eh bien, on compte sur les autres pour nous sauver. Là, aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui est l'ultima ratio regis, la dernière raison du roi. C'est, voilà, ben, l'Allemagne, ils vont payer, ils ne paieront pas tout le temps. Ils paieront un peu, d'autant que leur situation n'est pas aussi bonne qu'on nous le dit. Moi, je dis très crûment, l'Allemagne, c'est un cercueil en or. En or, oui, c'est vrai, la balance commerciale, la balance des paiements est excellente, mais ils font 1,2 enfants par femme. Ça veut dire que dans 40 ans, il n'y aura plus d'Allemands. Voilà. Il y aura d'autres, rassurez-vous, il y en aura d'autres. Mais ce ne sera pas les mêmes. Et par conséquent, gardons-nous de nous donner des exemples c'est difficile d'ailleurs de prendre en Europe, puisque nous sommes tous atteints du même mal. Je vous dirai deux mots tout à l'heure de la gravissime menace que fait peser sur notre liberté, notre identité, notre existence même, l'immigration massive étrangère. Mais il faut savoir que cette immigration massive étrangère coïncide avec, dans notre propre continent, une sous-capacité de population. En Europe, on ne fait plus assez d'enfants pour remplacer les générations. Pour remplacer les générations. Alors, le phénomène est masqué par le vieillissement, par l'allongement de la vie. Mais on n'a pas la même valeur humaine et économique quand on a 18 ans ou quand on en a 86, bien évidemment. Or, il faut savoir que dans notre population, nous, en France métropolitaine, nous avons 47 ans de moyenne d'âge. L'immigration a 22 ans de moyenne d'âge. C'est-à-dire une capacité à doubler dans les années qui viennent. J'entendais l'autre jour Valérie Lopi, qui est une de mes conseillères régionales de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je préside le groupe du Front National à la région. Elle est professeure des écoles, institutrice, comme on disait autrefois. Elle m'a montré la photo de sa classe, les 2/3 maghrébins, à Tarascon. Tarascon de Tartare, vous savez, hein? Eh bien, à Tarascon, ça n'est pas la seule commune du Vaucluse qui est dans cette situation. Je ne suis pas sûr qu'à Marseille, il y ait encore une majorité européenne. Je n'en suis pas sûr. Parce que notre entrée dans l'Europe, dans l'Union européenne, nous a privés de tous les attributs de notre souveraineté. Nous ne sommes plus les maîtres chez nous. Mais on nous a dit, vous savez,
c'est vrai, vous allez renoncer à votre souveraineté, à vos prérogatives nationales, mais en échange, vous aurez un niveau de vie matérielle exceptionnel, le plein emploi, les hauts salaires, le bonheur, quoi. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'au bout de 40 ans, on s'aperçoit que c'est dans la zone euro, et la zone qui, dans le monde, connaît la moins grande progression, le moins grand développement. Autrement dit, nous avons échangé notre droit d'aînesse contre un plat de lentilles pourries. Et nous avons renoncé, et nous renonçons à chaque étape d'ailleurs de la marche vers l'Europe, vers l'Union fédérale, eh bien nous renonçons à une prérogative. Bientôt nous renoncerons à notre budget. Notre budget ne sera pas décidé par notre gouvernement, ni sous le contrôle de notre Parlement, mais par Bruxelles. Savez-vous que déjà 80% des lois qui s'appliquent en France, dans notre pays, ne sont pas votées par l'Assemblée nationale? Elles viennent de Bruxelles. Ce sont des directives qui sont en quelque sorte absorbées par les députés français, lesquels d'ailleurs ne se fatiguent pas trop. Tiens, j'ai un exemple là, assez pitoyable à vous évoquer. Et vous savez qu'au Parlement français, à l'Assemblée nationale, il y a plusieurs commissions. C'est même un des terrains de travail principaux des députés. La principale, c'est la commission des finances. Puis les grandes, c'est la commission des affaires étrangères, la commission de la défense nationale. L'autre jour, la commission de la défense nationale siégeait d'une façon particulièrement importante, puisqu'elle recevait le chef d'état-major général de l'armée, venu débattre avec les députés de l'avenir ô combien inquiétant de l'armée française et de son budget. Sur 70 députés, commissaires, il y en avait 14 présents. 16 s'étaient excusés et 40 n'en avaient rien à foutre. Voilà. Ce sont ces gens-là que vous payez pour vous défendre et que vous élisez aux différentes fonctions chaque fois qu'ils se présentent. Ils sont bien propres sur eux et pourtant ce sont des criminels. Ce sont des criminels qui ont conduit notre pays vers la catastrophe, peut-être vers la guerre civile, s'il reste des Français pour se battre. Sinon, par la submersion. Combien y a-t-il d'immigrés entrés en France? On ne le sait pas. C'est tabou, c'est secret. Et Madame Tribala, qui est une démographe de gauche, elle a écrit un livre contre le Front National. Elle est donc respectable. Hein. Eh bien, Madame Michel Tribala vient d'écrire un livre, elle en a écrit un autre d'ailleurs, mais le livre précédent portait un titre évocateur. C'était Les yeux grands fermés. Et elle disait, tous les chiffres relatifs à l'immigration sont en France cachés, masqués, déguisés, manipulés. C'est une démographe de gauche qui vous le dit, qui est du conseil scientifique de l'OCRS, etc. C'est une professionnelle. L'INSEE dit qu'il est entré 12 millions d'étrangers en 40 ans. Azouz Begag, l'ancien ministre, dit qu'à son avis, il y a 20 millions de musulmans en France. Entre 15 et 20 millions. Et ça ne cesse de continuer à entrer. D'abord, l'immigration a été massivement maghrébine. Puis ensuite, elle devient maintenant principalement noire, d'Afrique, mais aussi asiatique. Car en France, on vient de partout dans le monde. On vient d'Amérique du Sud, on vient de Turquie, du Bangladesh, de l'Inde, des Chinois. Il y a 1 million de Chinois en France.
France. Vous me direz, c'est une population très calme, très... C'est vrai, mais ils s'ajoutent. Et ils ne sont pas français, ils sont chinois. Et qui pourrait leur en faire le reproche, en vous rappelant ce que je disais tout à l'heure, à la conférence de presse aux grandes dames du journaliste de la montagne. Pendant toute ma vie politique, j'ai dit, vous ne devez pas en vouloir aux immigrés. Les seuls responsables de cette situation dramatique, ce sont les politiciens français de droite et de gauche que vous payez pour vous défendre et qui vous trahissent. À cette immigration extra-européenne, une immigration intra-européenne qui ne nous amène pas toujours les meilleurs éléments chez nous. Et en général, quand on fuit son propre pays, c'est qu'on ne s'y sent pas à l'aise ou qu'on n'est pas capable d'y gagner sa vie. Là, vous me direz, on est bien content de trouver des médecins roumains ou roumaines, parce qu'il n'y en a pas assez en France. Il n'y en a pas assez, pourquoi? Parce qu'il y a un numerus clausus. En France, le nombre des étudiants en médecine est arbitrairement limité. On ne veut pas qu'un certain nombre d'étudiants soient médecins. Parce que s'il n'y a pas assez de médecins, eh bien, il faut en faire venir d'ailleurs. Et en faire venir d'ailleurs, ça contribue au grand projet utopiste du melting pot. Parce qu'il paraît-il, on sera beaucoup plus heureux les uns sur les autres, les uns dans les autres. Formidable bonheur! En ignorant pourtant qu'il y a des haines féroces à l'intérieur des familles, sans parler même des nations ou des internations. Comme si le fait de faire partie du même ensemble politique que les hindous ou les chinois réduirait en quelque sorte notre insécurité ou notre chômage ou nos difficultés. Bien sûr que non. Alors de toute l'Europe viennent des gens, mais c'est très simple. Vous en avez l'écho dans vos faits divers. Parce que c'est à travers les faits divers que vous arrivez à toucher, je pense que c'est ce que le Premier ministre appelait hier, sur une formule extraordinaire, la réalité vraie. Parce qu'il a utilisé ça dans son discours d'hier. Il a parlé de la réalité vraie. Parce que pour monsieur le Premier ministre, il doit y avoir des réalités qui ne sont pas vraies, ou des vérités qui ne sont pas réelles, l'un ou l'autre. Bon. Mais on voit bien que ce qui arrive du Kosovo, d'Albanie, etc., tout pays d'ailleurs, où grâce aux Américains, aux Français et aux Allemands, on a installé les musulmans au cœur de l'Europe. Avant d'y inviter, comme on essaye de nouveau de le faire, les 90 millions de Turcs. Car les négociations viennent d'être ouvertes pour l'adhésion de la Turquie à l'Europe. Une chance. Les Turcs ne veulent pas. Encore heureux, ils nous méprisent. C'est encore une chance. Car s'il entrait 90 millions de musulmans supplémentaires en Europe, nous serions minoritaires dans notre propre pays. C'est d'ailleurs ce qui nous menace, chers amis. Je ne vais pas vous parler de questions municipales, puisque les Claudines, ce sont vos candidats qui vont vous en parler au cours de la campagne. Et il n'est pas du tout inintéressant, il est même nécessaire que nos édiles s'occupent de la vie quotidienne, parce que tout de même, c'est une partie de notre vie personnelle, mais il n'y a pas d'indépendance, de sécurité, de liberté, ni de travail à Moulins, si la France est un pays qui a perdu, justement, l'essentiel de sa souveraineté. Voilà. Or, nous sommes dans cette situation, je vous dis, où il est possible que nous soyons minoritaires, d'autant que le torrent migratoire continue depuis 40 ans à la moyenne de 2 à 300 000 par an. 2 à 300 000 par an. Que des présidents de la République, comme M. Sarkozy a naturalisé 750 000 étrangers pendant son quinquennat. 750 000 qui ont été faits français de papier
et qui vous crachent à la gueule, d'ailleurs, dans certains cas, partout. Il y a des étrangers qui méritent d'être français. Parce que leur amour pour la France, leur volonté de s'intégrer au peuple français, le travail qu'ils sont susceptibles d'apporter, font d'eux un mérite. La nationalité, ça s'hérite ou ça se mérite. Voilà. Mais des gens arrivent qui n'ont aucun mérite particulier et qui ne viennent ici que parce que c'est le seul pays du monde où les étrangers sont traités par préférence aux nationaux. Mais les nationaux sont-ils stupides pour avoir toléré ça jusqu'à maintenant? Un exemple. Si vous avez plus de 65 ans, vous êtes un étranger qui n'est jamais venu en France, qui n'a jamais travaillé en France, par le seul fait que vous y êtes, vous avez droit à 750 € de pension par mois. C'est-à-dire le double d'un paysan ou d'un artisan qui a travaillé, a cotisé. Ce ne sont pas les immigrés qui ont demandé ça. Ce sont bien les politiciens français qui ont établi cette règle. De la même manière que dans la plupart des cas, ce sont moins les musulmans qui demandent les mosquées que les maires qui le leur proposent. C'est pas des électeurs sur lesquels d'ailleurs M. Hollande n'aurait pas été élu. On le sait par l'étude des différents scrutins. Il a été élu majoritairement par d'anciens immigrés. D'ailleurs, les chiffres sont connus. Quand il y a eu l'élection du président algérien, 700 000 citoyens français ont voté pour M. Bouteflika, qui ont, eux, un double droit par rapport à nous. Nous n'avons droit qu'élire le président français. Eh bien, ces 700 000-là, ils ont droit d'élire le président algérien et le président français. Ben, évidemment, quand ils choisissent un président français, ils le choisissent plutôt favorable à leurs intérêts qu'aux intérêts des Lorientais. C'est évident. Alors c'est cela que le Front National, avec courage et persévérance, dénonce depuis des décennies. Contre vents et marées, sans alliés, vilipendés, moqués, poursuivis, condamnés, nous n'avons jamais cessé de proclamer la vérité, confiant dans cette parole de l'Évangile, c'est la vérité qui vous rendra libre. Oui, mais pourtant, il y a un proverbe dans le temps qui dit si tu as dit la vérité, saute sur ton cheval, dégage, tu l'escroqueron. Eh oui, ce n'est pas simple de dire la vérité, parce que si elle est toujours bonne à dire, elle n'est pas toujours agréable à entendre. Et il y a des gens qui préfèrent ne pas savoir quel est le niveau de leur maladie, même s'ils ne doivent pas se soigner, ils préfèrent ne pas savoir. Ils préfèrent aller à la mort dans la méconnaissance de leur état. Or, la démocratie postule, exige une volonté de lucidité et de courage. Il faut avoir le courage de regarder la situation en face, si nous voulons nous arracher à notre situation. Moi, je ne vous raconte pas d'histoire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Sur le plan prévisible de l'évolution de la situation française, toutes les lignes vont dans le mur. Autrement dit, scientifiquement, c'est perdu. Mais, nous appartenons à un peuple qui a connu dans son histoire des sursauts providentiels, des moments où, bien que donnée pour perdue, la France a rebondi d'une manière inexplicable ou inexpliquée. Eh bien, c'est parce que nous avons la foi, nous avons l'espérance dans cette perspective. Parce que nous pensons que les forces de la France n'ont pas été mobilisées ni utilisées. Nous pensons qu'un pouvoir national qui rétablirait la vérité fondamentale
C'est à savoir que la nation est aujourd'hui, au XXIe siècle encore, la structure la plus performante pour défendre la liberté, la sécurité, l'indépendance, la prospérité, la culture, la langue d'un peuple. Voilà. Et donc, c'est parce que nous croyons en cela que nous nous appelons le Front National. La nation a été jetée aux orties, vilipendée, bonne achetée aux chiens et à la poubelle. Et pourtant, elle se maintient dans le reste du monde. Il n'y a qu'en Europe que l'on jette la nation par-dessus le mur. Dans tout le reste du monde, les nations se défendent, elles utilisent tous leurs moyens à leur bénéfice. Il est bien évident qu'en ouvrant, même pas en ouvrant, en supprimant nos frontières aux ordres de l'Europe, de l'Union européenne, nous nous sommes livrés pieds et poings liés à une concurrence que nous ne sommes pas capables de supporter. Il est bien évident que, à notre niveau de protection sociale, très coûteuse comme on le sait, n'est-ce pas, eh bien nous ne pouvons concurrencer aucun autre pays du monde. Par conséquent, ils sont en mesure d'amener chez nous des produits qui sont 10 fois, 20 fois, quelquefois plus, 30 fois moins chers que nous. C'est ainsi que nos entreprises se trouvent mises devant le dilemme, ou bien on délocalise, c'est-à-dire qu'on va chercher des travailleurs moins chers dans d'autres pays, ou bien on met la clé sous la porte. En 20 ans, nous avons perdu 50% de notre potentiel industriel. Et nous sommes en train de perdre les 20% qui restent, les 50% qui restent, pardon. C'est la situation, car elle est en évolution. La vie ne s'est pas arrêtée, elle continue. Et tant que ces gens-là sont au pouvoir, elle continue pour le pire. Parce que c'est le pire reproche qu'on peut leur faire. Plutôt que méchants, ils sont des impuissants. Mais quelle plus grande critique peut-on faire à un pouvoir que d'être impuissant? Puisque la fonction, justement, qui leur est confiée est de pouvoir faire. Alors s'ils ne peuvent pas faire, qu'ils aillent ailleurs, après tout. Et c'est pour cela que ce changement est en train de modifier, et vous le sentez bien autour de vous, même si c'est progressif, est en train de changer profondément la structure de notre esprit public. Les Français commencent à prendre conscience que les phénomènes que nous déscrivions, qui ne leur apparaissaient pas toujours sur le plan local comme évidents, c'est vrai que la province a mis un certain temps à se rendre compte de ce qu'était le torrent migratoire. Et quelquefois, quand l'un des provinciaux monte à Paris, qu'il prend le RER, et qui dans le RER, il n'y a pas un seul blanc, il se dit, mais où suis-je? Est-ce que je ne suis pas trompé de pays? Oui, c'est ainsi, c'est la vérité, c'est comme ça. C'est vrai aussi pour les étrangers qui reviennent tous les 2 ans ou 3 ans et qui à chaque fois vous disent, eh ben c'est pire qu'avant. Ça s'est aggravé. Il y en a de plus en plus. Voilà. Encore une fois, moi je n'ai aucune hostilité à l'égard de ces individus qui sont chassés du monde par la misère. Mais c'est un droit et un devoir que celui de respecter le principe que charité bien ordonnée commence par soi-même, même si nos évêques ne sont pas d'accord avec nous. Et le premier devoir que l'on a, il est à l'égard de soi-même. Il est à l'égard des siens, à l'égard de ceux que l'on a fait naître de sa propre chair, à l'égard de ceux dont on vient et dont on doit préserver les vieux jours, à l'égard de ses compatriotes qui partagent avec vous le même destin. Car si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Les nations sont des monstres froids, a-t-on dit.
Chacun défend son beefsteak. Quand on dit aux Américains, mais vous nous avez espionnés, c'est pas gentil. Ah, il dit, c'est peut-être pas gentil, mais nous on considère que c'est nécessaire à notre sécurité. Alors par conséquent, on n'en a rien à voir, voilà, c'est tout. Qu'est-ce qui pousse les Américains à favoriser partout la montée de l'islamisme? Ah, les sociologues peuvent se pencher sur la question. C'est parce que les Américains pensent que c'est leur intérêt, et que leur intérêt les pousse partout. Hein. On a remplacé les dictateurs là, dans ces pays, c'est ou le chaos ou la dictature. Hein, il n'y a pas le choix entre les deux. La démocratie, tout ça, ça n'existe pas. Voilà. C'est ou la dictature ou le chaos. L'anarchie, la guerre civile, bref. Il y avait des dictateurs pro-occidentaux. En Tunisie, en Libye, en Égypte, en Syrie. Eh bien, les États-Unis et leurs alliés français, anglais, allemands et compagnie, se sont efforcés de les renverser partout. On a chassé les dictateurs pour les remplacer par qui? Par les islamistes, bien sûr. Et comme par hasard, ce ne sont pas les fameux islamistes modérés qu'on nous vante dans les médias. L'islam modéré, vous savez? Ah non. Quand c'est un changement, c'est l'islam extrémiste qui est au pouvoir. Voilà. Et on essaye de le faire aussi en Syrie. Alors les Américains ont en Europe poussé à la constitution de 3 pays musulmans, l'Albanie, le Kosovo et la Bosnie, veulent faire entrer la Turquie dans l'Europe et autour de la Méditerranée s'efforcent de faire sauter les uns après les autres les bastions laïques pour les remplacer par des bastions islamiques. Alors c'est peut-être l'intérêt des États-Unis, mais ça n'est pas le nôtre. Et nous avons, nous, non seulement le droit, mais le devoir de défendre notre intérêt national, parce que si nous ne le faisons pas, nous n'allons pas survivre, mesdames et messieurs. Sans vouloir faire de la géopolitique à Moulins un après-midi d'automne, le grand phénomène du XXe siècle a été l'explosion démographique. La population mondiale est passée en un siècle et demi de 1 à 7 milliards d'habitants. En voie de gagner 8 milliards, 9 milliards, 10 milliards dans les décennies qui viennent. Mais la courbe de production des biens de consommation n'a pas suivi la même pente. Et par conséquent, l'espace de pauvreté et de misère n'a cessé de s'étendre et de s'approfondir. Par conséquent, le monde est de plus en plus pauvre, de plus en plus misérable. Dans beaucoup de pays, la situation atteint des niveaux insupportables. En Égypte, où l'on vit à 90 millions dans un espace grand comme la Bretagne, qui est le delta du Nil, on vit avec moins d'$1 par jour et par famille. Il paraît qu'on peut encore vivre avec $1, mais on ne peut pas avec un demi-dollar. Un demi-dollar, c'est ce qu'on gagne au Bangladesh. Parce que la caractéristique de notre temps moderne, la conséquence du mondialisme, c'est qu'on a rétabli l'esclavage partout dans le monde. On a établi l'esclavage des pauvres, l'esclavage des misérables, qui pour survivre, pour gagner $1 par jour, sont prêts à faire n'importe quoi. Comme ça, on a des t-shirts qui produisent eux à $3 et qui nous est quand même vendu 35 à Paris. Entre les deux, il doit y avoir des gens qui doivent se faire un peu de gras quand même. Mais ça a pour conséquence, en toute hypothèse, la fermeture de nos entreprises. Moi, qui visite la France, comme je suis à Moulins aujourd'hui, je suis probablement un des Français qui connaît le mieux la France, parce que je me suis beaucoup promené dans le cadre des meetings politiques que j'ai faits. Eh bien, dans les grands pays célèbres d'industrie, on m'amène au musée de la chaussure,
au musée du textile, et bientôt nous aurons un musée de l'agriculture. Et Mohamed dira à son fils, tu vois mon fils, les paysans français, c'est comme ça qu'ils faisaient avant. Parce qu'évidemment, il faut prévoir que le monde va être très violent. Ce n'est pas nouvelle, enfin peut-être pour vous ça l'est. Ça va provoquer quoi? Ça va provoquer des torrents migratoires. Ceux qui le peuvent essaieront de s'enfuir de ces pays, essaieront de gagner ce qu'ils croient être l'Eldorado, et qui n'est que le radeau de la Méduse. Le radeau de la Méduse où nous avions de l'eau jusqu'aux pieds il y a quelques années. Nous avons maintenant de l'eau jusqu'à la poitrine. Et vous savez, il y a juste cet espace-là, ça fait 1 centimètre, c'est l'espace entre la vie et la mort. Arrivé là, c'est fini. Voilà. Et ça nous guette, ça nous pend au nez, puis-je dire, comme un sifflet de dessous. Voilà. Et les immigrés qui souhaitent s'intégrer, qui travaillent en France, s'en rendent compte. Ceux-là votent pour nous. Ils disent, les gars, allez nager ailleurs. On est assez comme ça. Eux, parce qu'eux, ils savent. Et ça ne fait que commencer. Savez-vous quels sont les abominables profits qui sont réalisés sur les misérables qui essayent de gagner l'Europe, qui arrivent à Lampedusa, certains après avoir traversé le Sahara à pied, et payés $2000. Et vous vous dites, mais comment ces misérables ont-ils pu payer $2000? Ben, je vais vous dire comment. C'est la mafia qui leur donne, la mafia des transporteurs. Ils leur prêtent $2000 remboursables en 2 ans ou 5 ans à $15 000, bien sûr. Hein. Bon. Et sous la sanction que si on ne paie pas, on tue les leurs dans les pays d'où ils viennent. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont un peu de sous pour passer. Et ils arrivent de plus en plus nombreux. Et ils arriveront de plus en plus nombreux. Alors, M. Le Pen, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire ce que nos ancêtres ont fait avant nous. Il faut défendre notre espace. Parce que nous avons le droit d'être chez nous. Et nous avons le devoir d'en préserver la liberté et l'indépendance pour ceux qui viendront derrière nous, car ce serait une singulière escroquerie que d'avoir reçu de nos pères et de nos grands-pères ce que nous avons reçu, sans nous croire le devoir de les donner à nos enfants, à nos petits-enfants et à ceux qui viendront derrière eux. Bravo. Bravo. Faire cesser cet appel extravagant à l'arrivée des étrangers. Pourquoi viennent-ils en France? Parce qu'ils pensent qu'en France, ils sont reçus d'une manière très positive. Le nombre des demandeurs d'asile a dépassé cette année 70 000 par an. Alors qu'on dit, oui, mais vous savez, disent les intellectuels de la rive gauche, la France est un pays de tradition, de protection des réfugiés. Et oui, quand il y avait un violoniste russe ou un poète polonais qui était persécuté, il était accueilli en France au XIXe siècle, parfait. Mais là, c'est par dizaines de milliers, et bientôt par centaines de milliers qu'ils arrivent, qui sont des réfugiés économiques. Mais d'ailleurs, comme le monde entier sera en guerre, ils seront aussi des réfugiés politiques. C'est vrai que dans ces pays que nous avons quittés, ils sont torturés, massacrés, emprisonnés, etc. Et que, somme toute, ce qui est assez singulier, quel hommage rendu à la colonisation européenne, qu'on vienne de tous les pays qui furent colonisés, se réfugier dans le pays colonisateur. Et oui, c'est la vérité, ça. Si nous étions les abominables que décrivent M. Bernard-Henri Lévy et quelques autres,
si nous avons vraiment, nous nous sommes conduits comme des salopards dans les colonies, mais alors pourquoi ces gens-là viennent-ils chez nous? C'est ainsi qu'on se rue chez les tortionnaires, bien sûr que non, c'est parce qu'ils savent que nous avons une conception de l'homme, une conception de la vie, de l'honneur, qui est différente de celle même de leurs pays devenus indépendants. Alors, nous allons devoir faire face à de grandes difficultés. Il faut que nous soyons clairs. La France ne sera plus un pays d'immigration. Nous supprimerons toutes les pompes aspirantes. Le droit d'asile, nous supprimerons la double nationalité, nous supprimerons le regroupement familial, bref, tout ce qui a été inventé depuis 40 ans pour justifier l'arrivée massive de plus en plus nombreuse dans notre pays. Oui, Giscard d'Estaing, Chirac, Sarkozy, Mitterrand sont des criminels. Ce sont des criminels qui ont poussé leur pays vers la ruine et le désastre. Et c'est notre honneur à nous, au Front National, que plus lucide que d'autres, en avoir rendu compte au peuple français. Nous être efforcés, malgré le manque de moyens et l'hostilité générale, nous sommes efforcés de lui dire dans quel sens était son avenir d'espoir, côté salvateur. Ceci demandera des efforts. Je pense que Marine Le Pen va être présidente de la République, mais... Mais je ne voudrais pas qu'elle le soit sur un champ de ruines. Je me permets de rappeler à ceux qui sont par ici, parmi les plus anciens, le slogan du Front National en 72, quand j'ai fondé le Front National, c'était « Avec nous, avant qu'il ne soit trop tard ». Voilà, bien. Trop tard. Ce sont les deux mots dont le général MacArthur disait qu'ils expliquent tous les échecs. Avoir su trop tard, avoir compris trop tard, avoir agi trop tard. Eh bien, il faut que nous agissions dans le temps qui nous reste et le plus vite possible. Avec l'aide de Dieu. Mais aide-toi et le ciel t'aidera. Il faut d'abord que ce soit nous qui le fassions. Et puis, si ceci entre dans les desseins du Seigneur, qui sont impénétrables, comme on le sait, n'est-ce pas? Eh bien, nous aurons la chance de voir perdurer notre pays, un grand et beau pays. Un pays dont, hélas, peut-être les Français ne vont savoir ce qu'ils ont, sa beauté, sa richesse, que quand ils l'auront perdu. Le regret. Ah, si j'avais su. Ah, mais c'est vrai que les Français ne connaissent plus la France. La plupart du temps, viennent à leur travail, ils partent en vacances, s'ils veulent le soleil, à les autoroutes à toute vitesse. Les Français ne connaissent plus la France, le TGV qui passe 300 à l'heure, l'autoroute à 130, etc. À la vérité, les Français ne savent pas ce qu'ils risquent de perdre. Alors, il y a des gens qui s'en rendent compte actuellement et qui expliquent des réactions qui étaient imprévisibles. C'est par exemple la levée massive, plus d'1 million de manifestants contre le mariage homo, contre le mariage pour tous. Qu'est-ce qui a poussé brusquement, à un moment donné, les gens, quelle pulsion sur un problème moral, dans le fond, très éloigné de ce qui, paraît-il, est leur préoccupation principale, c'est-à-dire le bonheur matériel, à descendre dans la rue, à y retourner à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui pousse les Bretons à brusquement se lever et à se révolter? Bon, certes, je suis breton, donc j'ai la fierté de mon appartenance. La Bretagne a beaucoup donné à la France. 250 000 morts en
en 14-18, plus d'1 million de blessés, sans parler des veuves et des orphelins. Toutes les villes rasées au cours de la Deuxième Guerre mondiale, Nantes, Saint-Nazaire, Lorient, Brest, Saint-Malo, Rennes, eh bien, on a beaucoup donné. Et comme on a beaucoup donné, on est très attaché. Car on est attaché beaucoup plus à ce à quoi on a donné beaucoup qu'à ce à quoi on a pris beaucoup. Voilà. C'est ce que disait Renan, mon compatriote, au XIXe siècle, disant la nation, c'est le rassemblement de ceux qui ont souffert, vécu, espéré ensemble. Voilà. C'est ça qui fait de nous des Français. C'est ça qui fait de nous des frères. C'est ça qui fait de nous des gens plus proches que les autres. Mais nous n'avons pas de haine, bien sûr que non, ni même d'hostilité à l'égard des autres citoyens du monde. Nous reconnaissons à chacun le droit, mais aussi le devoir de s'occuper de ses propres affaires. Parce que nous ne pouvons pas non plus porter le monde sur notre dos. Il faut que nous ayons le courage de le dire, ça. Les gens qui ont voulu être indépendants, eh bien, doivent s'assumer eux-mêmes, puisqu'ils le sont désormais. Le drame, c'est que nous ne le sommes plus, nous, indépendants. Nous avons choisi de ne plus être indépendants, de remettre notre destin entre les mains d'un pouvoir à Bruxelles, de fonctionnaires contrôlés, soi-disant, par un Parlement auquel j'appartiens depuis 30 ans. Alors, ça veut dire que je connais l'histoire, quand même. Bon. Et nous ne nous occupons plus directement de nos propres affaires. Alors, il faut que nous nous consacrions aussi à nos affaires, aux affaires de la France, aux affaires de nos communes, aux affaires de nos conseils généraux. Il faut que nous reconquérions la France, que nous reconquérions notre responsabilité. Cela n'ira pas sans travail, cela n'ira pas sans sacrifice, mais au bout, il y a la liberté, il y a la sécurité, il y a l'envie d'être ensemble, de vivre ensemble. Il y a aussi le partage de nos trésors culturels. Nous ne sommes pas seulement une nation de garçons de musée, ni de garçons de café, sans que j'ai aucune hostilité à l'égard de ces métiers tout à fait agréables et dont nous utilisons agréablement les prestations. Mais nous ne sommes pas que cela. Or, ce qui m'inquiète, voyez-vous, au-delà de tout ce que je vous ai dit, c'est que les jeunes étudiants français et étudiantes s'en vont. Ils quittent la France. Et ça, c'est un signe dramatique. Parce que si la jeunesse de France n'est plus attachée à son pays, si elle ne se sent plus des devoirs et de la liberté qui lui ont donné la chance de s'élever dans la société, alors tout est perdu. Un des moteurs, je vous le confesse, moi, de mon engagement politique, c'est que je suis pupille de la nation. Et bien que ce soit une formule administrative du tribunal civil, la nation adopte le mineur un tel. J'ai toujours eu le sentiment que j'étais plus français que les autres, que j'étais plus un enfant de la nation que les autres ne l'étaient, mais que cela me donnait beaucoup plus de devoirs à l'égard de mon pays. C'est pour ça que j'ai accepté d'être président d'une association d'étudiants. J'ai accepté d'être officier de parachutiste à la Légion étrangère en Indochine et en Algérie. C'est pour ça que j'ai accepté d'être député et accepté de marcher contre le vent, contre le courant, sous les injures et les crachats pendant 60 ans. Et que je continuerai de le faire tant que Dieu me donnera la vie. Bravo. Dans ce cadre magnifique, ainsi soit-il. Bravo, bravo.